La librairie Ombre Blanche accueillait samedi 11 décembre 2021, dans le cadre d'une rencontre organisée avec le GREP, groupe de recherche pour l'éducation et la prospective, Catherine Larère, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Raphaël Larère, ingénieur agronome et sociologue, spécialiste d'éthique environnementale. Tous deux, co-auteurs de l'ouvrage « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophique, aux éditions Premier Parallèle. Le débat était animé par Jean-Marie Pillot, directeur du GREP Midi-Pyrénées. Je fais la présentation. D'accord, ok, voilà, très bien, on va démarrer. Alors, je vais en profiter pendant que nos invités s'installent, juste pour me présenter moi rapidement. Et donc, moi, je suis Jean-Marie Pillot, je suis le président du GREP. Alors, vous connaissez, j'espère, le GREP. Donc, on organise des conférences débats, et donc on organise cette conférence en partenariat avec Ombre Blanche. Donc, hier soir, Catherine et Raphaël Larère étaient au Sénéchal, où il y a eu donc une première conférence. Donc elle va être différente, celle d'aujourd'hui, mais quand même, évidemment, sur le même thème, quand même, bien entendu. Et donc le GREP, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association loi 1901, et on organise ces conférences. Et notre originalité, c'est qu'on assure la transcription, nos bénévoles assurent la transcription à la fois de la conférence et des débats. Et donc c'est publié donc dans nos parcours que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, et donc qui sont très riches, puisque le GREP, ça fait maintenant 30 à 35 ans d'existence. Donc on est donc bien sûr dans des sujets de société en général, disons, toute thématique, j'aurais tendance à dire, mais donc plutôt dans le domaine des SHS, si je puis dire, sciences humaines et sociales. Voilà. Donc j'en dirai pas plus pour le GREP. C'est ceux qui veulent en savoir plus, qui viennent me voir après. Et donc je vais rentrer donc dans la présentation là, de nos conférenciers. Juste encore une fois pour vous dire d'abord que effectivement pour nous, ce sont pour le GREP encore une fois, ce sont les parents de Mathilde Larère. Alors pour ceux qui connaissent, donc qui est intervenue plusieurs fois au GREP, qui est une jeune, on va dire, professeure d'histoire là. Les derniers événements qu'elle avait organisés, les dernières conférences, c'était donc sur l'occurrence simultanée des révoltes populaires sur tous les continents. Voilà. Alors au GREP encore là, on est effectivement évidemment on a beaucoup en tête. On a fait plein de conférences sur le GIEC, sur les COP, sur le changement climatique d'une manière générale. C'est évidemment une de nos préoccupations. On a fait des conférences, on a invité par exemple Alain Lipietz sur les crises, c'était en octobre 2020, et puis ici même Roland Gori, qui était venu dans un partenariat avec Ombre Blanche, et le titre de son intervention c'était « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» Donc on est vraiment dans le sujet, et je dois dire que j'ai pris connaissance moi de leur livre. Vous voyez que je l'ai lu, ce qu'on peut dire, il y a des petits, en tout cas attentivement, et donc effectivement c'est un livre que je pense comme décoiffant par rapport à une certaine idée actuellement de l'effondrement, qui est portée par les collapsologues, et qui ont un succès éditorial énorme. Donc on est dans un discours un peu pas trop courant, et donc je vous remercie beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui en nombre, et puis je remercie bien sûr nos conférenciers d'être venus de Paris en train. Alors je le dis tout de suite comme ça, écologiquement on est bon, et donc je vous présente. On aurait pu venir en vélo. Vous auriez pu venir en vélo, ouais, c'est vrai. Voilà.
Donc je les présente rapidement. Donc, Catherine Larère, donc vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris. Vous êtes une spécialiste de la philosophie environnementale. Et en particulier, vous avez été présidente de la Fondation pour l'écologie politique, en particulier, qui vous a permis c'est un think tank qui est associé un peu à ELV, hein, c'est ça, oui, voilà. Non, mais les partis ont une fondation associée, le PS à Jean Jaurès, voilà. Et ELV a eu la Fondation de l'écologie politique. Voilà. Sous le septennat de Hollande, parce qu'ils avaient eu des résultats aux législatives. D'accord. Voilà. Et donc, Raphaël Larère, vous êtes ingénieur agronome et sociologue. Donc, vous êtes effectivement spécialiste de l'éthique environnementale. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, vous avez tous les deux donc, des points de vue, des histoires différentes. Et donc, je pense que c'est un des éléments extrêmement intéressants dans l'aspect multidisciplinaire, en tout cas, que reflète votre livre. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, peut-être pour d'abord introduire le contenu du livre, et puis après, on rentrera un petit peu dans un débat, et puis après, bien sûr, avec la salle, quoi. Hein. Voilà. Je commence ? Bon, alors bonjour à tous, merci d'être là. Oui, alors, la collapsologie, au cas où vous ne sauriez pas du tout ce que c'est une théorie de l'effondrement du collapse, parce que en latin, et c'est la même chose en anglais, collapse ou collapsus, ça veut dire effondrement. Donc collapsologie, ça veut dire théorie de l'effondrement. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé en France dans les années 2015, par là, avec la publication, alors ça sera les références qu'on prend sur la collapsologie, d'une part Yves Cochet, aussi membre d'Europe Écologie Les Verts, ancien ministre de l'Environnement, il avait pris la succession de Dominique Voynet, c'est ça, hein, donc qui a écrit sur l'effondrement, mais je pense que ceux qui ont le plus fait pour populariser l'effondrement et qui ont eu ces gros tirages et qui remplissent les salles, etc., c'est Pablo Servigne et lié à deux collaborateurs, Raphaël Stevens. Il est ingénieur agro aussi. Servigne, il est agro. Il est agro formé en Belgique. Stevens est agro aussi, je crois, il me semble qu'il t'avait écrit dans ce sens-là. Et puis Gauthier Chapelle. Et ils ont, en 2015, ils ont publié un livre qui, le titre est clair, hein, Comment tout peut s'effondrer. Donc voilà. Et pour donner une définition de la collapsologie, on y reviendra dans la présentation, mais c'est celle que donne Yves Cochet ça doit s'appeler Récit de l'effondrement, enfin il a écrit plusieurs choses, et que reprennent Servigne et Stevens dans Comment tout peut s'effondrer. L'effondrement, c'est la cessation de tous les approvisionnements de base, l'eau, la nourriture, en tout cas à des prix accessibles, et avec l'effondrement en même temps de l'État, des services publics. Alors, c'est cette théorie de l'effondrement que nous avons, qui effectivement travaillons sur les questions environnementales, en ayant commencé par les questions de protection de la nature, et puis en continuant. Et c'est vrai que mon passage à la présidence de la Fondation de l'écologie politique a beaucoup aidé à ça, une vision plus globale et plus politique et plus générale des questions écologiques et environnementales. On a rencontré l'effondrement alors qu'on était en colloque à Cerisy, hein, en Normandie. C'est un centre de colloque où les colloques tiennent pendant une semaine, donc on a le temps de se voir, de discuter, etc. Et on a vu, alors où il y avait Yves Cochet, il n'y avait pas Servigne, mais c'était sous domination des idées de Servigne par bien des aspects, enfin beaucoup des intervenants. Et là, c'est là que on a pris conscience qu'on n'était pas d'accord
Alors, on avait déjà rencontré des théories de la catastrophe, mais différentes, ce sera peut-être amené à préciser. Et disons, à travers du compte-rendu qu'on a fait de ce colloque, des articles qu'on a écrits, on en est venu et on nous l'a demandé, enfin, ça, c'est pas sur notre seule initiative, à écrire le livre que nous présentons aujourd'hui, qui s'appelle « Le pire n'est pas certain ». Très bon titre donné par notre éditrice. Hein. Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, où justement, contre les théories de l'effondrement et on va y venir, ce qui les caractérise, de dire il est inévitable, de dire le pire n'est pas certain. Et notre intention en écrivant ce livre, c'était de... On a vu le succès des théories de l'effondrement, de remettre en cause l'idée que finalement, si on veut vraiment être radical sur les questions écologiques, si on veut vraiment les prendre dans toute leur force, l'idée qui se répandait était que il faut d'une façon ou d'une autre être collapso. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, au contraire, ou alors, si on n'est pas collapso, c'est le discours un peu des collapsos, on est un éco-sceptique, un climato-sceptique, ou au mieux un gestionnaire, au jour le jour, des problèmes environnementaux. Mais l'idée, si on veut les prendre au sérieux, il faut prendre au sérieux l'effondrement. Et nous, on a voulu dire que non, on ne voulait pas se laisser enfermer, et c'est là qu'on est contre-courant, disons. On ne veut pas se laisser enfermer dans cette alternative, ou bien vous êtes collapso, ou bien vous n'êtes qu'un gestionnaire, et en fait, vous laissez l'effondrement se faire. Au contraire, et une chose qui nous avait frappé pendant ce colloque de Cerisy, c'est qu'en fait, ces deux positions étaient proches. Elles étaient proches par ce que disait Thatcher, vous savez, there is no alternative, Tina, il n'y a pas d'alternative. C'était un peu le discours des deux côtés, et on voulait montrer que non, le pire n'est pas certain, il n'y a pas à faire comme s'il n'était pas là ou s'y résigner, il y a des choses à faire, et c'est l'idée qu'on défend dans ce livre, donc à la fois à travers une critique des thèses collapsologiques, et en même temps en essayant de montrer que la réalité est différente de ce qu'ils en disent. Peut-être que tu veux ajouter. Je voudrais juste sur les différentes formes de catastrophisme, c'est peut-être pour resituer la collapsologie. Alors nous avons rencontré, enfin moi c'était plutôt dans les années 70, un discours catastrophiste qui est celui des forestiers du 19e siècle, qui dispose d'une grande théorie des bienfaits de la forêt et des méfaits du déboisement, théorie qui avait été mise en place par François-Antoine Roche en particulier, par Ougier de la Bergerie, etc., et qui montre tous les bienfaits de la forêt, en particulier lutter contre l'érosion et adoucir le climat, et tous les méfaits du déboisement, qui est une dégradation du climat. Alors, ils ne pensent pas au réchauffement climatique, mais au contraire à un climat de plus en plus froid. Et puis l'érosion et donc le changement climatique. Ça, fait partie des bienfaits. Et puis les méfaits, c'est qu'il y ait de moins en moins de forêts. Alors, c'est vrai qu'au milieu du 19e siècle, on est à l'étage forestier, à l'étiage forestier, c'est-à-dire que au plus bas. Si on regarde aujourd'hui, la France, la superficie forestière de la France est plus du double de ce qu'elle était au milieu du 19e siècle. Vous voyez que la forêt a énormément regagné sur le paysage en France. Mais à cette époque, il y en avait très peu. Bon, c'était lié effectivement à l'augmentation de la densité de population, des débuts de défrichement, mais pas grand-chose. Puis surtout, les pasteurs qui envoyaient des animaux en sous-bois, c'est pas très bon pour la régénération des forêts, etc. Et donc les forestiers voulaient convaincre l'État qu'il fallait intervenir, que la forêt est un bien d'État parce que c'est d'une part c'est le temps long et que l'État ne meurt pas et que l'État peut seul bien gérer la forêt et que deuxièmement l'État est garant
de la solidarité nationale et de la solidarité entre les montagnes qui se déboisent et qui devraient être plus boisées, et les plaines qui sont constamment soumises à des inondations, ça pose qu'il faut des lois spéciales pour empêcher les paysans montagnards de déboiser et pour favoriser le reboisement même des montagnes. Et pour ça, ce sont des processus très lents. Il faut convaincre l'État, et ils vont utiliser des tropes, des figures de style rhétorique qui toutes relèvent de l'emphase et qui viennent justement depuis le processus lent de déboisement et les conséquences qui n'aboutissent pas tout de suite de ce déboisement, ils vont précipiter les choses et montrer que toute atteinte à la forêt se traduit par des laves de boue dans les vallées. Donc on a un discours catastrophiste qui est, je dirais, pédagogique, puisqu'il s'agit de faire comprendre aux décideurs à quel point ce qui n'apparaît pas quand on regarde la société française est dangereux. Le deuxième type alors donc on a ce catastrophisme pédagogique. Le deuxième type de catastrophisme que nous avons rencontré, c'est celui de Jean-Pierre Dupuy, qui est un ami de longue date, voilà, qui en 2004 publie Le catastrophisme éclairé, et d'où l'idée de Jean-Pierre Dupuy, c'est que effectivement on a toute raison de voir que nous allons vers la catastrophe, soit parce que c'est toujours pas, oui, il y a une guerre nucléaire qui est toujours possible, soit parce que on détruit la nature, on détruit le climat. Il était déjà très conscient de l'évolution climatique, et on détruit la nature avec l'érosion de la biodiversité. Et son idée, c'est de dire, c'est un des scénarios possibles, c'est une des possibilités de l'avenir, mais il faut privilégier ce scénario du pire pour pouvoir l'éviter. Et pour pouvoir l'éviter, c'est justement de savoir qu'est-ce que nous savons, quels sont les mécanismes qui permettent d'aboutir à ce scénario du pire, afin que les décideurs s'entendent pour se coordonner de façon à éviter le pire. Donc c'est une prophétie de malheur, mais c'est une prophétie de malheur pour que le malheur n'arrive pas. C'est ce que nous avons appelé un catastrophisme méthodologique, stratégique. Alors c'est vrai, il est stratégique dans la mesure où Jean-Pierre a réfléchi beaucoup sur la dissuasion nucléaire. C'est ce qui lui a permis de développer son catastrophisme écléré. Et d'autre part, c'est stratégique dans la mesure où il s'agit de convaincre. Alors ça, c'est le point de désaccord un des points de désaccord que nous avions avec lui. Il s'adressait essentiellement aux grands de ce monde. Il s'agissait de les convaincre de faire autre chose que ce qu'ils font. Bon, le troisième truc, la collapsologie, pour les collapsologues, ce n'est pas une des possibilités. Le pire, c'est la seule. Les collapsologues ferment l'avenir et disent, mais au fond, nécessairement, nous allons vers un effondrement de la société telle qu'elle est, parce que cette société mondialisée est trop complexe, elle est trop interconnectée, et que les systèmes complexes et interconnectés sont extrêmement fragiles, qu'il suffit de la moindre
de la moindre perturbation interne ou externe pour qu'il s'effondre, qu'il soit remplacé par autre chose. Ah. Et alors, la question, alors, bon, je vais pas... Oui. Peut-être qu'on peut illustrer qu'est-ce que ça veut dire de dire que les systèmes complexes sont extrêmement fragiles et propres à l'effondrement, et que plus ils sont connectés, plus ils sont complexes, plus ils sont fragiles. On peut prendre ce que nous a appris la pandémie. C'est vrai que avec la pandémie, on voit d'une part la façon extrêmement rapide dont se répand le virus. Si on compare, par exemple, à ce qui s'est passé en 1919, entre 1918, 1919, 1920, avec ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui va être aussi une pandémie, une épidémie mondiale, mais qui met beaucoup plus de temps quand même. Elle met plus de 2 ans à se répandre, alors que le Covid, le SARS-CoV-2, c'est en quelques mois. Décembre, la Chine, mars, l'Europe, et juin, l'ensemble du monde est atteint. Pourquoi ? C'est parce que le virus, il prend l'avion. Et que donc le réseau planétaire de connexion par l'avion sont des modes de diffusion à très grande rapidité de l'épidémie. D'autre part, ce qu'on peut voir aussi avec la pandémie, c'est que c'est pas simplement... Et c'est pourquoi on dit souvent que c'est pas une pandémie, c'est une syndémie. C'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique, c'est des problèmes politiques, c'est des problèmes sociaux. Donc on a là un exemple de ce que c'est que la diffusion extrêmement rapide d'éléments dangereux dans un système connecté. Oui, mais... Alors, c'est pour ça d'ailleurs, si vous regardez les journaux ou les médias en mars-avril 2020, vous verrez Cochet qui dit « Ah ben avec nos amis Collapso, on se téléphone et on dit « Ah ben c'est allé encore plus vite qu'on pensait ». Bon, donc, et Servigne reprend, tout ce que je vous ai dit, le développe, sur la crise systémique. Oui, mais ça ne s'est pas effondré. La définition que donne que donne Cochet et que reprend Servigne de l'effondrement comme l'arrêt de tous les services de base, on a continué à manger. Et on a continué à manger parce qu'il y a des gens qui ont continué à travailler et que le monde a tenu aussi sur leur dos. D'où l'hôpital et vous avez là, en gros, la critique qu'on fait de la collapsologie comme dire le pire est certain parce nous vivons dans un système extrêmement connecté. Il est fragile, oui, mais il est divers et il est résilient. Peut-être Oui, je pense qu'on pourra revenir sur la résilience et la critique de la théorie systémique des collapsologues. Mais non, ce que je voulais dire là, c'est que pour en rester à l'épidémie, c'est que ça a tenu. Mais alors, ça montre ce que n'ont pas vu ce que ne pouvaient pas voir les collapsologues. Ce qu'ils ne peuvent pas le voir, c'est que ça a tenu pourquoi ? Ça a tenu parce que l'État a tenu. Et ça a tenu, non seulement parce que l'État a tenu, mais parce que, socialement, des derniers de cordée, qui sont les premiers de corvée, ont continué à travailler. Et se sont même organisés en envoyant à l'hôpital, en envoyant promener les managers qui les organisaient jusqu'alors. Bon, ça marche pas si mal marché que ça. Et quand on regarde ce qui se passe de par le monde, on voit aussi que les conséquences sont extrêmement différentes d'un pays à un autre. Et ça nous donne 2 pistes de critique que l'on peut faire de la collapsologie. La collapsologie oublie la politique et en particulier l'État,
Alors l'État, oui, l'État, il ne pense qu'à une chose, c'est le business as usual, et à faire de bonnes promesses qu'il est convaincu de ne pas tenir. Bon, d'accord, on sait, c'est comme ça que fonctionnent nos gouvernements. Mais en même temps, on en a besoin de l'État. On en a besoin parce que on a besoin d'écoles, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'un minimum de solidarité au niveau des nations, etc. Donc voilà, on a un rapport à l'État, qui est un rapport ambigu, qui n'est jamais pris en compte par les collapsologues. Sinon que l'État doit s'effondrer au moment de l'effondrement, et qu'après, on se remettra en petite société locale, quoi. Bon. Deuxième point, un oubli de la collapsologie, c'est quand même les rapports sociaux. Il est toujours question d'un effondrement. On arrive même des fois à dire, au fond, les pauvres, ils s'en tireront mieux que les riches parce qu'ils ont l'habitude de pas trop bouffer et de pas bénéficier des avantages des autres. Bon, c'est assez indécent d'une part, mais en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que, quand on regarde les catastrophes qu'il y a actuellement, ça atteint surtout des gens, et que le changement climatique, par exemple, atteint des gens qui sont, alors soit dans les îles du Pacifique, soit même dans des zones des zones africaines, des gens qui effectivement sont obligés de quitter leur pays, peuvent plus vivre là où ils sont parce que le changement climatique rend la vie impossible. Ils sont absolument pas responsables de ce qui a été fait. C'est pas eux qui ont mis du CO2 dans l'atmosphère. C'est les gens riches du monde occidental. Faut quand même le voir. Alors maintenant, il y a les Chinois. Bon, alors heureusement, il commence à y avoir des Chinois. On peut dire, c'est pas que nous. Mais malgré tout, faut voir le changement actuel, il est là. Donc on a l'oubli et puis l'oubli de la diversité du monde. L'idée que on va vers un effondrement unique, global et qui va se passer au même moment. Instantané, simultané et irréversible. Voilà, instantané, simultané, irréversible. Dès l'instant où on dit ça, c'est nier la diversité du monde et le fait que... Alors, je te repasserai la parole après, mais c'est vrai que, comme on dit que le pire n'est pas certain, ça ne veut pas dire qu'il est certain que le pire ne soit pas, et que le pire, c'est simplement que nous sommes dans un monde abîmé, et qui sera de plus en plus abîmé, et que donc, il va bien falloir faire quelque chose. Mais quoi ? C'est à moi ? Non, je vais pas tellement vous dire ce qu'il faut faire, parce que c'est... Attendez. Si je vous disais ce qu'il faut faire, vous me diriez de quel droit est-ce que vous dites ça, hein ? Ouais. Je pense que avant de dire ce qu'il faut faire, il faut voir ce qui se fait. Et c'est ça, si vous voulez, une des critiques principales qu'on a à faire à la collapsologie. C'est pour ça qu'on appelle ça essai sur l'aveuglement catastrophiste. C'est que la certitude du pire et d'un point situé dans l'avenir qui absorbe tout nous empêche de regarder ce qui se passe. Elle est décourageante. Elle est décourageante. Quand on se dit que c'est foutu, ça incite pas vraiment à l'action. Mais elle est décourageante en ce sens aussi que cela ne permet pas de voir ce qui se passe. Or, il se passe beaucoup de choses, et ces choses, c'est là qu'on peut dire on n'est pas dans un monde qui court à sa perte, on est dans un monde abîmé où des choses se font. Alors, je vais peut-être reprendre un peu ce qui m'amène à... Disons, 3 critiques
et qui ouvre sur la possibilité de l'action qu'on fait à la collapsologie. Première critique, bon, ce qu'on vous a dit, vient de vous dire, Raphaël et moi, c'est que la proposition « le pire n'est pas certain » n'est pas une proposition rationnelle. Ça ne peut pas être tenu, parce que ça suppose de dire à la fois on est dans des systèmes très complexes et ils vont s'effondrer. Or, ce qui caractérise un système complexe, c'est qu'il est imprévisible. Hein, comme dit Edgar Morin, bon, du haut de ses 100 ans, attends-toi à l'inattendu. Hein, on peut rien attendre, on peut pas être... Disons, l'avenir, c'est le lieu des futurs contingents, de l'incertain. Et deuxièmement, les systèmes complexes sont particulièrement imprévisibles. Hein, vous pouvez prévoir que le soleil, ce que nous appelons le soleil se lève, ça se passera demain. Hein. Mais sur tout ce qui est du genre, il y aura un effondrement, c'est pas prévisible. Donc, première critique. Mais, comme dit Raphaël, dire le pire n'est pas certain, ça ne veut pas dire qu'il est certain que le pire ne sera pas. Simplement, la différence, c'est quand on dit le pire est certain, on ferme les possibles. Il n'y a pas d'autre avenir que l'effondrement, et il faut faire avec, quoi. Il faut, et c'est là qu'ils disent des choses sympathiques, hein, développer l'entraide, se retrouver entre soi, mais il n'y a pas d'ouverture de l'avenir. Dire il n'est pas certain que le pire sera, c'est dire aussi d'autres possibilités existent. Donc c'est ouvrir les possibles, au moins au niveau théorique. Deuxième chose encore, qui pour nous est encore plus importante, la théorie, bon, ce que dit Cochet, que reprend Servigne jusqu'à un certain point, mais bon, l'idée qu'il va y avoir une catastrophe globale, hein, que le monde va vers la catastrophe. Donc cette façon de se situer au niveau global, nous disons, au niveau global, on ne voit rien et on ne peut rien. Je vais y revenir. Et c'est pourquoi, pour nous, il n'y a pas la catastrophe, il y a des catastrophes qui se situent dans la diversité du monde. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau global, on ne voit rien et on ne peut rien? Je pense que ce qui fait une des raisons du succès de la collapsologie, c'est que ça fait 50 ans hein, qu'on parle de façon extrêmement sérieuse de la question de l'effondrement. Le rapport Meadows, qui est un rapport fait par des universitaires du Massachusetts Institute of Technology, du MIT, qui sont des ingénieurs, pour le Club de Rome, qui est un club de technocrates, pour aller vite, hein, de dirigeants mondiaux, que ce soit d'entreprises ou que ce soit politique, qui dit, qui est le rapport donc, qui paraît en 1972 sur les limites de la croissance, en disant si on continue sans rien faire, on va à l'effondrement, mais on est dans l'effondrement pédagogique dont parlait Raphaël. Hein, c'est pas une certitude, et c'est une façon attirer l'attention d'un certain nombre. Donc ça fait 50 ans qu'on se préoccupe de ça, et depuis le rapport Meadows, au moment du rapport Meadows, le changement climatique, bon, il est connu, mais il est connu de peu de scientifiques, on commence à observer. Il devient un souci politique international en 1988 quand on forme le GIEC, en 1992 au sommet de Rio où il y a la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, d'où sortent toutes les COP qui se réunissent maintenant, plus la biodiversité, l'érosion de la biodiversité. Donc ça fait 50 ans que les puissances du monde s'en occupent. Et quoi ? Il ne se passe rien. Si on reste au niveau global, on va dire rien ne se passe. Il y a la dernière COP, la COP 26 de Glasgow, ils arrivaient un peu à un accord et au dernier moment, l'Inde a dit ah non, pas question, hein, non, le charbon, non, on continue. Bon, il y a de quoi se sentir impuissant. Et je pense que la collapsologie trouve là-dedans son succès parce qu'il y a de quoi être inquiet. Alors, ce qu'on dit, c'est effectivement, tant qu'on reste au niveau global,
on assiste à une impuissance politique, hein, des accords entre les nations, mais ils ne sont pas contraignants. Et pendant ce temps-là, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Alors on vous dit, ah ouais, en 2050, bon, ouais, mais là, pour l'instant, il ne se passe rien. Et aussi, au niveau global, bon, les rapports du GIEC, et les gens du GIEC le disent eux-mêmes, hein, ou les rapports de l'IPBES, l'équivalent pour la biodiversité, peuvent tirer des sonnettes d'alarme, mais ils n'ont pas la connaissance de la diversité du développement. Donc, si on reste au niveau global, franchement, il y a de quoi s'asseoir dans son lit et pleurer. Hein, des fois, ça m'arrive de regarder Le Monde la nuit quand je dors pas. Mais quand je vois la quantité de nouvelles absolument désespérantes, tant qu'on en reste là, d'une certaine façon, les collapsologues ont raison. Quand on change de niveau. Alors, je ne dis pas qu'on descend au micro-niveau du micro-jardin, d'une micro-maison, hein, mais à même des niveaux régionaux. Alors, là aussi, il y a plein de catastrophes. Hein. Cet été, il y a eu ça. Hein, là, le dôme de chaleur en Canada, à l'ouest du Canada, bon, là, les feux en Californie, puis les feux à nouveau au Canada, les inondations en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, des incendies en Algérie comme on n'en avait pas eu depuis je ne sais pas combien de temps, et j'en oublie. Hein, de sécheresse, d'inondations, etc. Mais en même temps, aller sur place, c'est voir que c'est pas un effondrement total. Hein. Les gens luttent, se réunissent, font des choses, et puis on se rend compte aussi qu'il y a quantité de mobilisation, d'initiatives citoyennes. Alors ça peut être de toutes sortes. Hein. Ça peut aller de agriculture biologique, permaculture, jardin partagé, qui sont des expériences de forme de vie autre, assez conviviales. C'est aussi dans des luttes très fortes. Hein. Pensez à Notre-Dame-des-Landes en France, mais pensez aussi, il y a un livre qui vient de paraître qui essaie de réunir un peu ces luttes, que ce soit en Amérique du Sud, où il y a des luttes très très fortes, alors contre la déforestation, contre l'extractivisme, il y a des morts. Hein, l'Amérique latine, c'est les endroits où la lutte environnementale est la plus dangereuse. Mais les gens luttent et ils continuent. Hein. Berta Cáceres, par exemple, qui est une militante du Honduras, qui a été assassinée, une militante environnementale du Honduras contre l'extractivisme qui a été assassinée, eh bien, sa fille continue la lutte. Hein. On avait organisé, enfin l'équipe de recherche dont je fais partie avait organisé un colloque à Paris en juin, et on a eu sa fille en visio qui a expliqué qu'elle continuait la lutte. Il y a des luttes en Afrique, il y a des luttes en Asie du Sud-Est, et puis je dis, il y a même en Chine, hein, il y a des luttes, toute forme de lutte. La Chine est un des pays les plus pollués du monde, enfin c'est à un niveau terrible. Mais il y a des luttes. Donc, il y a des mouvements en Chine. Il y a un économiste qui fait de l'économie écologique, qui s'appelle Joan Martinez-Allier, qui a une équipe à Barcelone, à l'Université libre de Barcelone, et il dresse ce qu'ils appellent l'Atlas de justice environnementale. Donc un atlas mondial de toutes les luttes, ce qu'ils appellent des conflits de redistribution, de toutes les luttes qui se font sur des thèmes écologiques. Vous pouvez aller sur Internet et regarder, vous verrez, la carte du monde, elle est suivant le noir ou rouge, plus de 3000. Enfin, ils en relèvent et ils sont tout le temps en train de travailler là-dessus. Donc, changer d'échelle, c'est avoir un autre regard sur le monde. Et c'est avoir un autre regard sur le monde, et dans ce regard sur le monde, quand on lit les textes de Collapso qui nous disent tout s'effondre, il y a plus qu'à se regrouper en petites unités en attendant que ça passe, on est choqué, honnêtement. Parce qu'on voit la grande diversité de gens qui se battent. On se dit, c'est pas drôle, mais d'une certaine façon, il y a de l'espoir.
Alors, je vais me permettre, là, vous dites d'aller sur Internet, mais moi je vais me permettre ici, dans ce lieu, de dire allez lire le bouquin, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant en particulier à la fin du bouquin, c'est toute dans le démarrage, il y a toute la logique, et la démonstration que vous faites, hein, et les attaques sur la théorie même, disons, des collapsos, et à la fin, on retrouve donc effectivement une liste non exhaustive et puis probablement plus toujours à jour, ça continue, de ces fameuses qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, au niveau local, etc. Vous avez quasiment tout un chapitre là-dessus, et puis bien sûr sans parler de la conclusion. Donc voilà, allez lire le livre, et peut-être qu'on va bientôt rentrer dans la phase de débat et de questions du public. Avant de passer à ça, juste un de vos derniers, donc vous faites référence à de nombreux chercheurs du monde, et il y a Donna Haraway en particulier, avec le concept Stulusen. Oui. Bon. Non, vas-y. Le Stulusen, c'est mignon. Vous savez que en 2000, il y a des scientifiques, dont Paul Crutzen, qui est mort récemment, qui était un prix Nobel de chimie, et qui était un de ceux qui a voilà un exemple d'action réussie, stopper le trou dans la couche d'ozone, hein, c'est le protocole de Montréal. C'est un exemple d'action internationale environnementale réussie. Et donc, qui était, pour une fois en plus, ce sont les États qui se sont entendus. Oui, après, le protocole de Montréal. Il y a eu, ça a été largement préparé par une grande quantité de colloques et de think tanks qui ont essayé de pousser à la chose. Mais disons que c'est le seul exemple où on a c'est un exemple positif. Les États peuvent arriver un exemple positif d'accord international. Il n'y en a pas beaucoup, donc autant ne pas les oublier. Ouais. Toujours est-il que Paul Crutzen, en 2000, propose, d'abord pour une revue de l'IGPB, puis pour l'article Nature, de dire, actuellement, l'impact des actions humaines sur Terre est tel que cet impact est en train de modifier l'équilibre général de la planète. Donc, ce n'est pas des traces d'action humaine, ça, il y en a depuis le début, enfin, depuis qu'il y a des humanoïdes. Mais on est en train de modifier l'ensemble du système Terre. Alors, le changement climatique est l'aspect le plus connu, mais il y en a d'autres. Et donc, il propose que nous les humains, l'humanité, nous ne nous considérions plus comme dans l'ère géologique qui était jusque-là désignée, qui était l'Holocène, ça voulait dire la toute dernière d'ailleurs, mais que ça ne soit plus la toute dernière, qu'il y en ait une nouvelle, et il propose qu'on l'appelle l'Anthropocène, parce que c'est l'ère où l'impact des actions humaines, l'ère géologique, ou l'ère de l'impact des actions humaines, etc., est si fort que il modifie l'ensemble des grands équilibres planétaires. Alors, le terme a eu beaucoup de succès. Il n'est pas encore adopté. Il y a un congrès international de géologie qui ne se presse pas, qui nomme des commissions. Les commissions font des rapports, puis on nomme une autre commission, pour un certain temps encore. Mais ça a eu un énorme succès. Parce que je pense que ça permettait de dire oui, nos conditions de vie sont autres. Nous vivons dans une ère où les conditions qu'on peut difficilement dire naturelles, qui sont à la fois naturelles c'est ça que dit l'Anthropocène. Hein, on ne peut plus faire la différence entre l'action humaine et les actions naturelles. Bon, alors ça a eu du succès, et là-dessus sont arrivées les critiques. Alors la première critique, la plus connue, et qui est de dire, mais enfin, parler d'Anthropocène, c'est attribué à l'ensemble de l'humanité, anthropos, humain, un changement qui est le fait, l'ère thermo-industrielle, disaient les collapsos. Qui est-ce qui a fait du thermo-industriel ? C'est, disons le mot, capitalisme. C'est un mode de production, l'extractivisme, la combustion des énergies fossiles, etc., etc. Et donc, d'autres ont dit, c'est pas l'Anthropocène, c'est le Capitalocène. C'est quand même plus descriptif. Oui, mais on dit d'autres.
On a aussi parlé d'anglocène. Parce que ou de britanocène, parce que c'était vraiment, vraiment la machine à vapeur, quoi. C'était Watts, c'est la machine à vapeur. On a parlé de plantaniocène, parce que c'était aussi la colonisation du Nouveau Monde, etc. Et puis là-dessus, Donna Haraway, effectivement, qui est une historienne des sciences, philosophe, qui s'est fait beaucoup connaître pour un article sur le cyborg, a dit... Oui, et qui est... Attends, et qui est une spécialiste aussi des rapports à l'animal. Ouais. Hein. Je l'avais invité. Ça, c'est une autre de nos Cerisy, et c'est quelqu'un qui est tout à fait amusant. Oui. Et alors, elle a dit, oui, mais enfin, il n'y a pas que les humains sur Terre qui sont atteints par ces changements. Donc, elle a proposé le nom de Chthulucène parce que, pour deux raisons. Alors, ça s'écrit CHTULU. Parce que, d'une part, le renvoi au grec, encore, xtonos, qui veut dire la terre. Hein. Donc, dire c'est la terre, mais aussi et surtout, parce que Cthulhu, dans je ne sais plus quelle langue latino-amérindienne, ça veut dire, ça désigne une petite araignée. Donc, c'est de dire que dans cette transformation, il n'y a pas que les humains qui sont atteints. Il y a aussi la petite araignée du fin fond de, je sais pas, la Colombie ou un endroit de ce genre. Et donc, Chthulucène, ce qui est très mignon. Ok. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Oui. Voilà. Hier soir, on a eu un débat chaud, je vous le dis, parce que donc c'est des idées quand même. Réchauffement climatique. Ouais. Bonjour, merci. Je voudrais, à travers ma question, lancer un appel en fait. Je profite de cette possibilité pour exprimer une demande en fait. Je suis vachement content de vous entendre. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution parce que effectivement dans mon entourage il y a beaucoup de gens qui sont dans une perte d'énergie, un désespoir, et donc je vous remercie beaucoup pour l'appel à se battre en fait et à retrouver espoir. Pour la cause écologique, je pense que votre travail participe de la construction d'une mise en cohérence et d'une structuration de l'écologie philosophique et culturelle qui est sans doute l'étape postérieure à la construction de l'écologie politique. On a besoin d'un terreau fertile, culturel et philosophique qui nourrisse ensuite une action politique plus concrète. Et donc mon appel est le suivant. Et ma question, c'est à la fois aussi une question. Donc c'est une question de est-ce que vous pourriez désigner de manière simple, compréhensible par les classes populaires, par les gens qui sont désorientés, un objectif futur à atteindre. Et par rapport à ça, ma réflexion, c'est tout simplement de me dire, on est dans une situation où, d'après l'IPBES, organisme que vous connaissez, la perte de biodiversité et de biomasse va s'accélérant. Pour l'instant, on ne voit pas de ralentissement. Donc la dévitalisation de notre planète est encore en train de s'accélérer aux dernières nouvelles. Et donc, ma demande, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas très simplement donner un objectif, se donner un objectif pour tous les écologistes, pour tous ceux qui veulent se reconnaître dans l'écologie, qu'elle soit politique, philosophique ou culturelle, un objectif dans le futur, quelque chose auquel on choisit de croire. C'est-à-dire que ce n'est pas une croyance qui est neutre. Ce n'est pas une croyance comme dans l'ancien terme, c'est-à-dire une certaine vision de ce qu'on pense possible, de ce qu'est peut-être la réalité physique, de comment s'agencent les concepts. C'est un choix sur est-ce que c'est possible, est-ce qu'on a envie de participer à ce que ça se réalise dans le futur. Voilà, c'est ça. Donc si on croit que le regain futur de biodiversité
est une possibilité et qu'on a envie de se mettre dans le camp de ceux qui y contribuent, y participent et font advenir cette réalité, alors c'est une croyance, c'est un objectif, c'est une manière qui me paraît possible d'aller dans ce que vous dites, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller au désespoir et à l'acceptation d'une forme de dévitalisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez... Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de formuler comme ça des idées, des concepts simples qui puissent se diffuser de manière concrète dans les classes les plus populaires, parmi les gens les plus désorientés? Merci. Y aller. Tu iras après, tu compléteras. Mais, moi, je dirais que de toute façon, réfléchir, faire de la philosophie sur l'environnement, c'est s'interroger sur les questions. C'est questionner les questions d'abord. Mais on n'a pas de solution à proposer et on ne peut pas dire voilà ce qui serait bon. Non, nous, ce que nous disons, c'est pour savoir ce qui serait bon, ce vers quoi on pourrait conduire les gens à s'orienter, il faut justement étudier très sérieusement toutes les expériences qu'ont les gens de vivre autrement, de vivre mieux, autrement, avec des rapports différents à la nature et des rapports différents à la technique. Et vivre autrement et produire autrement, ça se fait un peu partout dans le monde. Et je pense que il faut essayer de tirer des leçons, alors à la fois de leurs succès et de leurs échecs, à la fois des conditions qui permettent de réaliser, mais surtout en se posant la question, non pas nous, quelle société nous aimerions voir, mais au fond, qu'est-ce qui ressort de ces mouvements comme société souhaitable? Oui, alors je vais peut-être préciser, vous dites quel objectif est-ce qu'on peut fixer? Bon, vous comprenez que ce qu'on vient de dire, il n'y a pas d'objectif global, il n'y a pas un prolétaire de tous les pays, unissez-vous. C'est malheureusement, je crois, un peu passé ce genre de choses. Je crois que si on peut parler d'objectif, l'objectif, c'est l'habitabilité de la Terre. Et déjà, se dire ça, l'objectif, c'est pas la croissance, l'objectif, c'est pas les richesses, l'objectif, c'est l'habitabilité de la Terre, aussi bien, c'est-à-dire pour nous, et que pour les autres. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la biodiversité est dans cet objectif, que nous arrêtions de, finalement, coloniser ou dérober la Terre, comme si nous la dérobions pour d'autres que les terrestres, comme dit Latour. Habiter, c'est partager un milieu de vie avec d'autres. Alors ça, c'est un peu abstrait, mais vous voyez que déjà, il y a un objectif, en gros. Moi, je ne crois pas qu'à croissance, il faille opposer décroissance. Je crois qu'à croissance, il faut opposer habitabilité. Et les luttes dont je vous parlais, celles que cartographie Joanne Martinez-Allier, c'est toutes des luttes pour l'habitabilité de la Terre. Et donc... pour nous et pour les autres. Pour nous et pour les autres. Et donc, que ça soit aussi habitable pour l'araignée, même si on n'aime pas trop les araignées. Voilà. Donc, et à partir de là, je retrouve Raphaël. Tout ça, c'est dans la diversité des milieux de vie. Alors, par exemple, il en a été question dans la discussion hier, l'habitabilité de la terre, c'est aussi ne pas laisser se détruire les terres agricoles. Ne pas laisser bétonner. Bon, on disait hier, je ne me souviens plus si on avait trouvé les chiffres, mais en France, on perd, je crois, tous les 10 ans, un département français dont les terres arables passent au béton. Bon, l'objectif, c'est ça aussi, l'habitabilité de la terre. Dans l'objectif habitabilité de la Terre, il y a ces luttes, et vous savez peut-être que, comment ça s'appelait là, dans le triangle de Gonesse, là, il y a eu le Grand Paris.
Oui, non, pas le Grand Paris, c'était le projet d'un parc, d'une sorte de parc de loisirs. Parc de loisirs, oui. Dans le nord de Paris, dans le triangle de Gonesse. Bon, voilà un objectif pour l'habitabilité de la Terre. Et où... alors, c'est... Il y a un livre de Bruno Latour qui va sortir début janvier. Il y avait un interview dans Le Monde d'aujourd'hui où il dit, moi je me retrouve vraiment avec lui sur ces choses-là. Sont des luttes, c'est conflictuel, mais c'est pas la conflictualité d'avant. Par exemple, je pense au triangle des Gonesse, il n'y avait pas uniquement les méchants capitalistes d'un côté et les bons prolétaires de l'autre. C'est d'autres regroupements, mais c'est des formes pour l'habitabilité de la Terre, c'est des formes de conflit, et ça me paraît l'objectif. Voilà, ok. Alors, voilà, question, ça continue. Je pense d'abord. Voilà. Bonjour, merci. Bon, donc je ne sais pas comment je vais arriver à formuler ma colère, je vais dire, ma révolte. Voilà. Parce que, si vous voulez, moi je suis née en 55, donc tous ces mouvements depuis la déforestation de l'Amazonie, j'ai suivi tout ça avec beaucoup de ferveur depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Parce que j'étais plutôt comme ça, attirée par une vie plus simple que les couloirs du lycée, la pression dans l'autobus et tout ça. Donc c'était un contact de loisir avec la montagne ou la campagne et aussi sur des tâches partagées comme les vendanges, des choses comme ça, rentrer le bois, qui m'ont forgé, je pense. Je veux dire que j'ai beau essayer d'être citadine, j'y arrive pas. C'est absolument... voilà, je me lève la nuit pour regarder des fleurs, c'est un peu idiot, mais bon. Ça fait comme ça que... Le problème, c'est que l'État, vous dites l'État, moi je dirais les gouvernements, voilà, parce que l'État, normalement, c'est nous. Donc... La démocratie aussi, c'est nous. Oui, bon, en fait, je suis pas très douée en politique, mais si vous voulez, j'étais infirmière. Donc, le rappel sur le Covid et tout ça m'a aussi réactivé mes réactions depuis 2 ans par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on est dans des aberrations incroyables quand même. Dès que ça va un peu mieux, on rouvre les frontières. Et moi, je pense que là, c'est un gros problème sur les frontières aussi. Ça veut dire pourquoi en Bourgogne ça reflambe, parce que les Belges sont venus chercher les vendanges. Et voilà, ce sont des intérêts commerciaux qui, comme vous avez dit, favorisent le déplacement des virus. Et là, par rapport à ça, il n'y a rien qui a été fait au cours de la pandémie. Alors, je ne vais pas rester sur la pandémie, mais je voudrais dire j'ai la même révolte par rapport au charbon. On cristallise tous les discours sur le charbon depuis 10 ans maintenant. Alors excusez-moi, si y a une centrale qui pète, il va falloir quoi ? Il y a des meubles Ikea à brûler, d'accord, mais il faudra bien se chauffer. Donc moi j'ai travaillé à Decazeville, je connais le passé des premiers mineurs, les catastrophes, les maladies professionnelles et tout, mais au moment où ça s'est modernisé, tout ça, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80, ils sont arrivés à sécuriser les galeries, à avoir un matériel beaucoup moins fatigant. Et après des années d'extraction qui ont participé au développement industriel, à un moment donné où la mine peut ne plus être un danger pour les ouvriers, ils la ferment. Tout ça parce que ça pollue. Alors je vais vous dire, c'est pareil, j'ai un autre exemple, j'ai une cousine qui habite aux côtés du Tarn. Oui, alors voilà, alors ma question c'est comment vous vous positionnez dans le discours des écologistes, parce qu'il y en a de tous bords. Il va être aussi écologiste d'aller construire un restaurant à 3500 mètres. Enfin, c'est très 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 différent. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au monsieur qui a posé la question, la fraction populaire de la population
n'a absolument aucun intérêt, ni avec les commerçants, ni avec les vendeurs d'armes, ni avec... si nous mangeons, c'est grâce aux paysans, c'est pas grâce aux hôteliers et tout ça. Voilà. Donc je voulais savoir si ma position est complètement idiote ou si, donc, quand même, je tiens un petit fil pour me débrouiller dans les années à venir. Qui serions-nous pour dire que votre position est idiote? Il n'y a pas de position idiote. Je crois... Bon, il y a énormément de choses dans ce que vous dites et on ne peut pas répondre à tout. Et je crois que ce que vos questions montrent, c'est que, premièrement, la question écologique, réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc., c'est pas seulement une question pour scientifiques. C'est parce qu'il y a une grosse présence des scientifiques sur la question écologique, et on peut se dire, au fond, qui est-ce qui sait ce qu'il faut faire? C'est les gens du GIEC ou c'est les gens de l'IPBES. Bon, vos questions montrent, et elles sont très justes pour ça, que c'est pas seulement une question pour des scientifiques. On a besoin du GIEC, on a besoin de l'IPBES, on a besoin de gens qui fassent des travaux sur les nitrates, etc., etc. Mais c'est une question sociale. C'est une question sociale, et ce qui caractérise tout ce qui vient de se dire, c'est que c'est pas seulement justement des dérèglements, des phénomènes naturels où on pourrait écouter ce que nous disent les scientifiques, c'est que nous sommes pris là-dedans. Ça concerne la vie de chacun. Et qu'est-ce qu'on peut dire quand ça concerne la vie de chacun? Bon, on riait sur l'État ou la démocratie, mais quand même c'est ça. C'est que c'est effectivement l'affaire de tous, et que donc tout le monde est légitime à donner son avis, et tout le monde est légitime à en discuter. Et il n'y a pas une vérité, chacun peut essayer de justifier sa position, mais il n'y a pas ceux qui disent vrai et ceux qui sont dans l'incompréhension. Donc de ce point de vue-là, nous on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi, donc on a un certain nombre de questions. Sur la question du charbon, par exemple, on peut répondre sur le fait que c'est pas si simple que de dire si c'est pas le nucléaire, c'est le charbon. Mais c'est vrai aussi que le charbon, c'est la vie des gens. Et que de tout ça, donc c'est pour ça, il n'y a pas de question idiote, il y a à regarder ensemble comment on peut au mieux habiter la Terre. Je vous remercie pour ces dernières remarques, parce que c'est vrai que du point de vue de la méthode, c'est très important, ce respect des points de vue de chacun, quelle que soit la manière dont c'est formulé. Moi, je voulais revenir sur la question de la lutte, parce que dans ces luttes comme ça particulière, il faut payer un prix très lourd pour gagner. Parce que si on reprend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il a fallu qu'il paye le prix de l'affrontement avec la police, et c'est parce qu'ils ont gagné ça que toute la suite a pu se dérouler. Donc c'est quand même un prix très très lourd. On a vu, je voudrais rebondir aussi sur l'hôpital, parce que vous parliez de l'État qui a été résilient. Mais, on l'a forcé à... Oui, mais en même temps qu'il était résilient, il continuait la même chose, c'est-à-dire supprimer des lits, fermer des services, rationaliser, etc. Donc on sait bien que même dans des choses particulières, quand on s'affronte à une question en cherchant le vrai de la question, on aura en face des ennemis très redoutables. Et c'est toujours cette question qui finit par primer. Par exemple, vous pourriez parler du glyphosate. Comment ça se fait que depuis 20 ans, toute l'opinion publique est d'accord, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une saloperie, et qu'on n'y arrive pas à s'affronter aux intérêts en question. Voilà, c'est pas très optimiste ce que je dis, mais ça fait partie de la question à traiter. Oui, alors sur la question de l'État, moi je
je voulais dire effectivement, les luttes. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il faut faire attention, il faut distinguer un certain nombre d'expériences, de vivre autrement, d'habiter la terre au mieux, qui se font dans, je dirais, les limites provisoires d'autorisation du système, dans les limites de liberté que laisse le système. Par chance, nous sommes dans un système qui a encore une facture un peu démocratique et qui ne cherche pas quand même à réprimer à tous les coups. Bon, donc il y a ça. Mais effectivement, quand il est certain que le gouvernement français, au même titre que les autres gouvernements européens ou les gouvernements des autres pays, sont profondément décidés à maintenir le système tel qu'il est et à le prolonger le plus longtemps possible, hein, le business as usual, et que s'il est vraiment remis en cause, ils n'hésiteront pas à faire de la répression violente. Alors c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, mais pas uniquement. Hein. Mais donc il est... Quoi ? C'est ce qu'ils font à Bure. Hein, à Bure, par exemple, qui doit recueillir les déchets nucléaires, ben là c'est la même chose. C'est des ingénieurs qui ont dit, enfin justement d'ailleurs des géologues et ont dit, là si on le fait, c'est là qu'il y a le moins de danger. Bon, ok. Mais est-ce qu'on a demandé l'avis des gens qui habitent là ? Bah non. Non, c'est de telle sorte que, au fond, des gens qui habitent le village... Si, il y a... les 85 habitants de Bure. Oui, il y a 85 habitants de Bure. Eh ben... Ils ont une salle municipale extraordinaire. Oui. Ah oui, ça, on les a payés, etc. Il y a de la lumière partout. Mais il y a 85 habitants à Bure, et je ne sais pas combien de policiers. Il y a 850 gendarmes. Voilà, hein, donc il y a plus de 800 gendarmes, donc on commence à se dire, bien sûr qu'il y aura de la répression. Alors, c'est vrai que le problème du rapport à l'État est important. Hein. Alors, l'État a tenu, enfin, c'est pas lui qui a tenu. C'est les derniers de cordée, qui sont les premiers de corvée, qui ont tenu et qui ont, en s'organisant eux-mêmes, de façon, on appellerait ça de l'autogestion, quand on était dans les années 60. Hein. Mais plus personne ne parle de ça. Bon. Mais ils se sont d'une certaine façon autogérés, ça n'a pas si mal marché. Enfin, ça, il y a eu des morts, mais il y a eu des morts pourquoi ? Parce que ça faisait facilement 20 ans, si ce n'est plus, que l'on enlevait des postes, des crédits à l'hôpital, qu'on obligeait les hôpitaux à être managés par des gens qui ne s'intéressaient qu'au budget. Bon, ben on a le résultat. Et c'est vrai que sur la question de l'hôpital, on peut dire, mais d'une certaine façon, l'État tel qu'il fonctionne, le gouvernement tel qu'il fonctionne, est un ennemi de l'hôpital, mais en même temps, on a besoin de l'État pour l'hôpital, parce que d'où ils viennent les médecins, d'où elles viennent les infirmières, depuis un système éducatif qui est aussi tenu en main par l'État, qui est lui-même effectivement en déclin, mais donc on sait sur quoi on peut s'appuyer, et on sait qu'on a besoin d'État. Le problème, c'est comment faire pour l'obliger à faire son travail. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu, jusqu'à maintenant, les luttes n'ont pas été couronnées de succès. Et le glyphosate ? Alors le glyphosate. Alors sur le glyphosate, je dois dire que il y a des raisons il y a plusieurs raisons. Alors d'une part, le glyphosate, on peut très bien s'en passer. Et je pense que même je connais des agriculteurs productivistes qui s'en passent du glyphosate. Hein. Bon, parce que
ils ont compris qu'eux-mêmes risquent quelque chose ou leurs employés risquent quelque chose. Donc, on peut très bien s'en passer. Je pense que c'est d'autres pensent que c'est bien mieux. Il y a effectivement, ce n'est utile que pour ceux qui se sont lancés dans l'agriculture sans labour et qui savent pas, enfin, qui n'ont pas pris encore les principes de l'agroécologie, qui fait que cette agriculture sans labour, il faudrait la faire sur des mulches, ce qu'on appelle des mulches, c'est-à-dire des anciennes, l'ancienne récolte relativement épaisse, hein, que ça soit afin de lutter contre les herbes folles, quoi. Mais bon, c'est pas... Mais disons, en dehors de ça, ça présente pas un intérêt radical. Je pense qu'il y a quand même une volonté d'avoir une victoire symbolique, politique et symbolique contre les écologistes de la part de la FNSEA. Hein, la FNSEA tient absolument à gagner sur ce point, à ce que l'État, et comme je ne connais pas encore de ministre de l'Environnement, j'en ai pourtant bien connu un qui était... de l'agriculture, j'en ai pourtant bien connu un qui était Henri Nallet, qui ait osé dire l'inverse de ce que dit la FNSEA, le ministre de l'Agriculture dira le même, et je pense que actuellement c'est ce qui se passe. Hein. La politique agricole de la France est faite par la FNSEA, et donc par le petit réseau d'agriculteurs particulièrement productivistes, hein. Ah ben oui, qui ont gagné pas mal d'argent cette année et qui obtiennent des avantages en faisant pleurer sur le sort des autres agriculteurs. Voilà, question là. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais deux petites questions. Je voulais revenir sur la collapsologie. La première, c'est que j'avais cru comprendre qu'il y avait une diversité quand même, parce qu'on parle de la théorie, mais qu'il y avait quand même une diversité de mouvements. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des optimistes et des pessimistes, c'est-à-dire que, bon, c'est peut-être vite dit, il y en a en fait, il y avait un renouveau derrière, alors que certains, c'était l'effondrement et après il n'y aura plus rien. Et ma deuxième question, c'était finalement, on en entend beaucoup, mais est-ce que ça a vraiment un impact ? C'est-à-dire, qui adhère ? Comment ça performe en fait dans la façon justement de lutter pour l'environnement, est-ce qu'il y a véritablement une adhésion et par qui, et comment ça performe justement dans les luttes autour de l'environnement. Voilà, merci. Alors, bon, c'est pas des petites questions, donc je vais essayer quand même d'y répondre. Sur la première, vous avez tout à fait raison, hein, on a fait une présentation un peu schématique et justement, merci de poser ce genre de questions, ça permet de montrer la diversité des choses. Alors, disons, pour ceux qui disent vraiment un effondrement inéluctable, il y a effectivement une différence dans les références qu'on a données. Bon, Cochet est quelqu'un qui dit c'est possible en 2020, enfin il disait en 2018 c'est possible en 2020, c'est très probable en 2025 et c'est absolument sûr en 2030. Et oui, il s'est allé plus vite qu'il ne croyait, donc ça... Bon, ça, c'est un peu ridicule, très honnêtement. Ça fait rire un peu, même des collapsologues. Hein. Si on ajoute en plus que cet effondrement, il est, comme on disait, instantané, simultané, irréversible, bon, on voit le monde qui s'écroule complètement. Bon. Et donc, des gens comme Servigne ont des positions beaucoup plus mesurées, hein, disant mais non, c'est pas un moment apocalyptique, c'est un long délitement qui peut prendre des années. Bon, à ce moment-là, la question se pose, en quoi est-ce qu'ils sont encore collapsologues ? Et c'est une question qu'on peut se poser avec quelqu'un comme Servigne, avec qui on avait eu un débat à Arrêt sur Image, et qui nous a dit, mais au fond, l'effondrement, c'est quelque chose qui m'a échappé. Je le dis plus.
Et alors, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on essaie de voir la différence et que je vous ai dit, bon, c'est pas la même chose de vivre à l'horizon d'un effondrement que de dire ça n'est qu'une possibilité. C'est pour ça que, bon, donc, voilà un peu, mais vous avez tout à fait raison, il y a des sortes différentes d'effondrement. La question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun? Or, il y a quelque chose de commun. C'est ce qu'on a essayé de montrer. Alors, sur la question de l'impact, alors, je dirais d'abord que quand même, c'est très français. Hein, il n'y a pas. Alors, les théoriciens se réfèrent à des auteurs américains, Tenter, Jared Diamond, etc. Mais la profusion de livres collapso, c'est vraiment en France. Et on pourrait se demander pourquoi. Il y a différentes raisons. Alors, sur l'impact, il y a eu une série d'articles. Bon. Honnêtement, nous, on a regardé ce qui se disait, on n'a pas fait d'enquête, mais il y a eu des enquêtes faites, et en particulier 2 sortes d'enquêtes. Il y a eu un numéro de la revue Multitude, et puis il y a eu un article de quelqu'un qui s'appelle Cyprien Tasset, et qui a fait un article dans la pensée écologique, qui est la revue en ligne, que dirigent Dominique Bourg et Alain Papot, et qui est sorti du dictionnaire de la pensée écologique. Et alors, la différence importante à ce niveau-là, c'est entre, je reprends leurs termes, les collapsologues dont on vous a parlé, et les collapsonautes, au sens de notes en latin, navire, ceux qui sont sur la vague collapso. Alors ça, c'est très difficile de voir jusqu'où ça s'étend. Alors apparemment, il y a ce que Cyprien Tasset appelle des effondrés anonymes, c'est-à-dire des gens qui sont effectivement, alors c'est souvent des jeunes, qui sont effectivement dans un état de grande anxiété, et un petit peu comme pour les alcooliques anonymes, se réunir, parler ensemble, se rendre compte que on n'est pas le seul à être vraiment, vraiment inquiet, ça aide. Hein, ça aide à surmonter son anxiété. Donc, il semble qu'il y a des Adrastia, il y a des réseaux en France qui regroupent ce genre de gens. Alors, plus loin, ce qu'on peut dire, c'est pour ça, c'est que la collapsologie, surtout, si vous voulez, si on quitte l'idée, il va y avoir un effondrement, c'est sûr, si c'est pas en 2025, ce sera en 2030, si on pense qu'on vit dans l'horizon de nos angoisses. C'est très difficile de savoir où ça s'arrête. Et à ce moment-là, je me souviens que le magazine Philosophie avait fait une sorte de carte. Et il y a eu aussi un numéro spécial du Monde qui a fait une sorte de carte de... vous passez des collapsologues purs et durs aux collapsonautes, et puis vous vous rendez compte que ça irrigue quantité de formes de pensée. Quelqu'un, j'ai fait référence à lui, quelqu'un comme Dominique Bourg, il n'est pas, parce qu'il agit politiquement, enfin ça fait bien 2-3 mois que je ne l'ai pas vu, mais bon, il n'est pas totalement collapsologue, mais il est très influencé. Enfin, quand je parlais de ce colloque en 2015, il y était, et on a beaucoup discuté avec lui. Bon, donc vous voyez, il y a comme Noël. Oui, alors Noël Mamère, moi j'ai eu une discussion avec lui cet été à Couture au Festival International. Il était beaucoup revenu sur ses positions. Donc vous avez des gens qui sont fluctuants, parce que être collapso, ça peut être tout simplement être déprimé. Alors, je confirme, Dominique Bourg est intervenu au GREP, et c'était plutôt déprimant. Oui, effectivement. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement gentil, il est tellement convaincu qu'on a du mal à lui en vouloir. Mais il est effectivement plutôt déprimé. Ouais. Déprimé et déprimant. C'est comme Servigne, il est tellement gentil. Servigne, il est très sympa. Ouais. Alors, ceci dit, lui en vouloir. Donc, alors, ceci dit, quand même, enfin, il décrivait en particulier, disons, ce que pouvait représenter la frugalité pour un Européen, on va dire un Français. La frugalité, ça demande quand même un effort, pour rester dans une terre habitable. Je trouve que votre message est très intéressant, mais il faut sans doute définir ça, mais pour rester dans une terre habitable, la frugalité, elle oblige à des choses très fortes pour nous quand même.
nous Français riches. On est dans les riches du monde, quand même. On est dans les riches du monde, voilà. bien sûr. Donc, Bien sûr. Non, est-ce que cette frugalité, quand même, il la faut ou bien est-ce qu'il faut continuer Mais si vous voulez, ce qui me frappe quand même, c'est la quantité de gens qui se posent la question et qui sont en train de changer leur comportement, et en particulier leur comportement alimentaire. Ouais. Moi, je suis frappé. Alors, vous avez des gens... Il y a tous les degrés. Vous avez des gens qui sont véganes, vous en avez qui sont végétariens, et puis il y en a qui sont flexitariens, c'est-à-dire qui sont un peu suivant les circonstances. Mais quand même, moi, je suis frappé de voir... Alors, bon, on vit dans un petit milieu, je vous dis, on n'a pas fait d'enquête, hein, mais je suis frappé de voir le nombre de gens qui se posent des questions, qui se disent... je mange beaucoup moins de viande, ou je mange local. Donc ça me paraît important. Ça me paraît plus important, à la limite, que de dire si on n'arrête pas de manger de la viande, on va à la catastrophe. Que les gens réfléchissent à ça. Alors, cet été, on était au Festival d'astronomie de Florence, et bon, il y avait ce qu'on appelait un marathon des transitions, et il y avait quelqu'un qui faisait partie ça doit s'appeler Carbone, je sais plus combien, qui est un think tank, pour tout dire, dirigé par Janovici. Janovici, c'est ça? Jean Covici, ça y est. Par Jean Covici. Donc c'est douteux, hein, ça. Carbone 4, voilà. Ça, parce qu'au bout, il y a le nucléaire. Mais c'était pas Jean Covici, c'était un membre de ce think tank qui était très très bien. Et alors ce qui était très intéressant, il a calculé l'effet de ces changements individuels, qui peuvent avoir une extension collective. Et donc il a montré, par exemple, sur le carbone, hein, que trier les ordures, ça n'a pas des effets énormes, ça n'a pas un effet énorme sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais que le changement alimentaire, ça pouvait avoir un effet énorme. Alors même pas sans que plus personne ne mange de viande, mais qu'on en mange vraiment moins, ce type-là de sobriété, ça peut avoir un effet énorme. Et il a montré en gros que jusqu'à 40%, c'est ça, ou 60%, que ces actes individuels, mais qui peuvent être regroupés collectivement, je veux dire, ça peut aller jusqu'à 40% quand même de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il n'est pas allé plus loin. Il a dit le reste, il faut que ça soit pris en charge collectivement. Mais il n'a pas parlé du nucléaire, sinon on se serait mis à hurler. Mais je trouve que c'est ce genre d'attitude qui est de dire, voilà, comment ça se chiffre, à quoi ça conduit, ça me paraît important. Okay. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou on va s'arrêter là parce que... Encore une question, voilà. Dernière question, alors. Bonjour, je vous remercie pour être venu sur Toulouse et pour votre vision assez positive finalement. Mais comme votre livre l'indique, le pire n'est pas certain. Pour éviter le pire, est-ce qu'on n'est pas face à un problème d'échelle en termes de personnes concernées, se sentant concernées? On voit la salle ici. On est sur Toulouse, une grande métropole française. On est finalement peu nombreux. Et est-ce que, pour éviter le pire, on n'est pas justement trop peu nombreux à avoir conscience de la problématique et à essayer d'agir? Et est-ce que l'action aujourd'hui individuelle n'est pas trop peu efficace face aux enjeux pour éviter justement le pire et continuer dans un monde assez désirable dans le futur? Merci. Mais si vous voulez, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que, comme je vous ai dit, il y a des choses qui se font et il y a un problème de qualification des choses qui se font. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je suis allé à plusieurs reprises dans des journées d'études qui réunissaient des acteurs des territoires. Donc ça peut être des gens de la fonction publique, mais ça peut être aussi des initiatives privées. Et ces gens rendaient compte d'actions collectives très diverses. Le problème,
c'est qu'elle ne se qualifie pas toujours d'écologique. Là, il y a un problème. Le vocabulaire de l'écologie, ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a dit, c'est un vocabulaire savant. Hein. Et donc, il y a des actions qui se font et qui ont... Bon, j'ai fait référence à toutes ces actions, il y en a beaucoup, et qui, si on leur dit c'est de l'écologie, ben non, parce qu'ils pensent que l'écologie, c'est le ministère ou c'est le représentant. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Et donc, quand on parle de conscience, ben cette conscience, ça passe par un langage qui est relativement élitiste, pour aller vite. Donc, il y a et je suis très contente, il y a plein de gens qui ne sont pas là, qui font des choses, mais qui ne le disent pas dans le terme où on les dit. La deuxième chose, alors c'est pour ça que je vous ai dit, mais bon, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, bon, qui était une présentation du changement climatique, et puis à la fin, il y avait, mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous éteignez la lumière en sortant d'une pièce, vous prenez des douches et pas des bains. Bon, là on se dit, c'est dérisoire. Ce dont je vous ai parlé, un changement de régime alimentaire, c'est une transformation beaucoup plus profonde, qui est difficile à faire tout seul. C'est généralement dans la maison que ça se fait, hein, donc c'est déjà plus collectif. Et puis c'est source de changement d'ensemble. Hein. Si on achète moins de viande, eh ben la production, elle va aussi se... Donc il y a toute une série... Pouvoir trouver des légumes de bonne qualité. Il faut... Bon, tout ça, non, mais ça peut déboucher sur des... Vous voyez, autant les petits gestes, le côté colibri, ça peut paraître dérisoire. Hein. Là, je parle de choses qui ont des impacts beaucoup plus larges. Et puis je dirais une chose, alors là je reviendrai plus à ma casquette plus directement philosophique, qui est arrêtons de nous préoccuper uniquement des conséquences de ce que nous faisons. Disons-nous aussi que quand nous faisons quelque chose que nous jugeons juste, pas faire le bien en général, hein, mais en ayant étudié et que nous pensons ce que nous faisons est important, eh bien c'est important, même si ça n'a pas des conséquences énormes. C'est une très bonne conclusion, hein, je pense. C'est une très bonne conclusion, hein, donc voilà. Donc on va s'arrêter là, on va peut-être applaudir les conférenciers et les remercier. Vous avez pu écouter une rencontre proposée par le GREP à la librairie Ombre Blanche samedi 11 décembre 2021 avec Catherine Larère et Raphaël Larère autour de leur ouvrage « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophique publié aux éditions Premier Parallèle. Raphaël et Catherine Larère ont aussi fait paraître « Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement » chez Champ Flammarion en 2009 et « Penser et agir avec la nature » aux éditions La Découverte en 2015. Réalisation et mise en onde Radio.